Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Bonjour tout le monde, ici François Deschamps. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui avec un nouvel invité dans le cadre de ce sommet virtuel sur l'entrepreneuriat et le reprenariat. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Roy. Louis Roy qui est le CEO et le fondateur également de Optel, une entreprise qui révolutionne les chaînes d'approvisionnement dans un monde grâce à des technologies qui évitent de se retrouver dans des situations de rupture, beaucoup d'innovation et de création de valeur. Donc, Louis est un ingénieur et un physicien qui a fondé Optel, comme je viens de le mentionner. Donc, une entreprise B Corp qui est reconnue pour ses contributions exceptionnelles à la durabilité et à la transparence des chaînes d'approvisionnement. Optel compte plus de 500 employés dans le monde, répartis entre autres aux États-Unis, au Brésil, en Irlande, en Inde et en Allemagne. Louis est également un acteur clé au sein du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable et dans le Pacte mondial des Nations unies, entre autres, et bien d'autres implications de la part de Louis. Donc, aujourd'hui, je vous laisse entre les bonnes mains de Louis Roy qui va venir nous parler d'ESG, d'entreprise, mais surtout l'impact des ESG au niveau empreinte environnementale. Donc, Louis, c'est un plaisir de t'accueillir et la parole est à toi. Merci François. Bonjour tout le monde. Merci de cette antenne-là. Ce qu'on va parler aujourd'hui, je crois, est extrêmement important. Peut-être pas pour nous, mais sûrement pour nos enfants. Alors, j'ai fondé Optel il y a déjà 35 ans. Là. Vous voyez mes cheveux gris. Hein? Mais l'objectif de Optel depuis le début, c'était d'avoir un impact sur le monde. Donc, on a toujours cherché à qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les technologies, donc optique, électronique et informatique. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider à bâtir un monde meilleur pour nos enfants. Alors, au début, on a travaillé avec les pharmaceutiques. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique. Il y en a encore, mais la digitalisation est en train de se produire. Donc, on va avoir des chaînes beaucoup plus efficaces avec des rappels instantanés, avec moins de pénurie de médicaments, etc., moins d'insertion. Ça, il n'y en a plus tellement, mais il y avait beaucoup d'insertion de produits, de faux produits dans les chaînes de médicaments. Donc, Optel, on a pris le lead mondial. On traque à peu près 50 milliards de produits par année pour s'assurer l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments. Mais ça, c'était un problème. Puis peut-être, oui, il y a un impact positif de sauver peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de vies à cause qu'on s'assure que les bons médicaments vont aux bonnes personnes. Mais est apparu, évidemment, en regardant les nouvelles puis en parlant à des scientifiques, un problème qui est beaucoup plus majeur, qui est celui des changements climatiques. Alors, comme entrepreneur, évidemment, je me considère comme un solutionniste, quelqu'un qui cherche des solutions pour avoir un impact. Évidemment, c'était l'essence même d'Optel, d'utiliser des technologies pour les offrir au monde. Alors, quand on a vu un peu le risque existentiel pour l'humanité des changements climatiques, donc du réchauffement planétaire, et que j'assume causé par les émissions carbone. Donc, en tout cas, les scientifiques, en grosse majorité, sont d'accord à dire que l'évolution des gaz à effet de serre suit l'industrialisation qu'on a vécue dans les 70 dernières années. Et là, on est rendu à un point de rupture. Sur la Terre, il y a à peu près 7 des 9 points de rupture qui sont dépassés, donc que ce soit le cycle de l'eau, la température, les courants, etc. Donc, ça ne va pas très bien. Donc, on a besoin de trouver des solutions. Et la solution, si on se base sur la science, bien, c'est avoir un monde à basse empreinte carbone. Réduire nos émissions carbone, réduire nos émissions de méthane, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a toute une panoplie de molécules qui sont incluses là-dedans. Et si on ne le fait pas, il va y avoir on est déjà dans un accroissement très rapide de la température. Donc,
genre de 2000 à 2010, c'était une certaine croissance. De 2014 à maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Puis on s'attend à ce que ça continue d'augmenter de plus en plus vite, jusqu'à nous sortir d'une zone de survie de l'humanité qui est à risque. Alors, il y a urgence d'agir. Il y a des opportunités d'affaires. Si c'est vrai, le marché va s'accélérer. Donc, au point de vue entrepreneur, c'est une opportunité intéressante d'affaires. Puis, si c'est pas vrai, je vais être bien content. S'il n'y a pas de changement climatique, si l'année prochaine, dans les prochaines années, il n'y a plus rien qui se passe, tout est beau, parfait. Bon, on va perdre un peu d'argent, mais on va être encore là. Alors, pourquoi on pense que c'est important de décarboniser? On a dit qu'on doit réduire les gaz à effet de serre. Mais après, comment est-ce qu'on va les réduire? Ça va être en réinventant beaucoup de choses. Il va falloir réinventer le cycle de vie de votre produit. Le cycle de vie, ça part de l'extraction des minéraux, des aliments, de la culture des aliments, de la première transformation, deuxième transformation, le manufacturing où il y a le packaging, puis après aussi la distribution et la fin de vie du produit. Ça va être revoir toutes les étapes pour dire, OK, là, on doit diminuer le plus possible l'empreinte carbone et idéalement être carboneutre. Ça ne sera pas toujours facile. Donc, revoir les pratiques agricoles, revoir les pratiques industrielles, revoir le design des produits, s'assurer que les produits qu'on prend pour faire la matière première qu'on prend a une plus faible empreinte carbone ou peut être recyclé facilement, récupéré. Et après, la suivre le produit pour s'assurer que aussi ça ne s'en va pas dans un dépotoir, soit émettre du méthane ou soit être brûlé puis émettre du CO2. Alors, il y a une revue de la chaîne d'approvisionnement complète. Évidemment, les grands responsables de la chaîne d'approvisionnement, c'est les manufacturiers du produit fini qui va aux consommateurs. C'est eux autres qui vont subir la pression. Vous faites des arachides qui sont vendus Costco, mais c'est vous qui allez avoir la pression de revoir tout mon packaging, la fin de vie de mon produit, la culture des arachides, où est-ce que je les prends, est-ce qu'ils ont les bonnes pratiques agricoles, est-ce qu'ils sont en agriculture régénérative. Donc, tout ça, c'est un bouleversement industriel majeur qui doit se produire, malheureusement, très rapidement. S'il ne se produit pas rapidement, on émet trop de CO2, puis plus on continue d'émettre du CO2, plus ça va être long avant, plus la température va augmenter, puis plus ça va être long avant de ramener les températures dans une zone qui est viable à long terme pour l'humanité. Alors, une transformation industrielle, une transformation des entreprises qui doit être faite. Et puis, peut-être on s'est positionné, nous autres, comme solutionnistes, et regarde, on va aider les entreprises, surtout les manufacturiers, à leur donner des outils pour comprendre le cycle de vie. Donc, comprendre d'où ça vient, comprendre les émissions carbone de leurs sous-traitants et sous-sous-sous-sous-traitants, comprendre la fin de vie de leur produit, c'est quoi l'impact d'avoir un produit qui est non recyclable versus un produit qui est mieux designé avec du plastique qui est recyclable facilement, comment ça va diminuer et rendre votre produit plus écologique et plus environmentally friendly. Donc, ça va être beaucoup d'ouvrages, ça va être beaucoup de transformations. Donc, des belles opportunités incroyables parce que ceux qui vont être les premiers à mettre des produits bas carbone, ils vont gagner de plus en plus de parts de marché. Parce que ça inquiète le monde. Oui, il peut y avoir la résistance, il peut y avoir des climato-sceptiques, mais il va en avoir de moins en moins si on assume que ça continue à aller mal, comme dans les derniers mois. Alors, les entreprises qui vont être innovatrices vont pouvoir se positionner pour prendre des parts de marché. Les gros qui sont trop gros pour changer, ça va devenir des dinosaures. Ils vont vivre l'extinction des dinosaures et des petits, on espère, des moyennes entreprises vont prendre le lead et devenir les grandes entreprises de demain. C'est une chance pour tout le monde. C'est une menace pour tout le monde. Et ici, on parle aussi de relève d'entreprise. Donc, ceux qui veulent disposer de leur entreprise, peut-être que ça dépend si vous avez le temps, vous êtes mieux de préparer votre entreprise. On est très impliqué au point de vue des investissements dans ESG. Puis, les entreprises, maintenant, les investisseurs, ce qu'ils regardent pour la valorisation d'une entreprise, disent, OK, j'ai une entreprise, elle peut faire des profits aujourd'hui, mais on le sait qu'il va y avoir de plus en plus de normes sur la réduction carbone. On le sait que les grands donneurs d'ordre, les Walmart, les Costco, les gouvernements vont commencer
à choisir les produits à la plus basse empreinte carbone. C'est inévitable, sauf s'il y a un miracle qui se produit. C'est inévitable. Alors, préparez votre entreprise. Vous n'aurez pas de financement, vous n'aurez pas d'acheteurs. De moins en moins, si votre produit est à haute teneur carbone, si vous n'avez pas prévu une fin de vie, si vous n'avez pas prévu de redesigner votre produit pour le rendre plus safe au point de vue de l'environnement, bien, vous n'aurez pas de financement. Parce que les investisseurs, eux autres, quand ils investissent, c'est généralement pour revendre. Puis ils savent que plus ça va aller, plus il va y avoir des réglementations, plus il va y avoir des demandes, alors plus la valeur de la compagnie va baisser. Puis un investisseur, quand ça investit, c'est que ça veut vendre ça plus cher. Donc, pour les entrepreneurs actuels, si vous voulez préparer une belle sortie, bien, vous allez devoir tout de suite penser et répondre au questionnaire ESG, mais aussi au niveau d'émissions carbone, au niveau d'utilisation de l'eau, d'utilisation du plastique, etc. Ça va vous obliger à creuser dans votre chaîne d'approvisionnement, d'aller même quasiment des fois jusqu'aux mines, jusqu'aux producteurs de cacao, pour savoir qu'il y a toutes les bonnes pratiques. Pour les repreneurs, évidemment, les repreneurs vont être de plus en plus sensibilisés, ça va être des jeunes. Donc, ils vont être sensibilisés quand même à dire, OK, là, j'achète une entreprise, je veux reprendre une entreprise, mais je vais prendre une entreprise qui a un avenir, qui ne fera pas partie du problème, qui fera partie de la solution. Parce que les choses vont changer, la consommation va changer. Alors, c'est tout un jeu de dynamique de dire, OK, vous voulez avoir la meilleure valorisation pour vous allez avoir la meilleure relève. Bien, vous allez devoir commencer à penser, à prendre en compte vraiment l'impact environnemental et social de votre entreprise, mais pas juste en dehors. Puis, il y a des réglementations qui commencent, même au Canada, on pense qu'on est loin de ça. Il y a le Bill 211 qui est sur s'assurer qu'il n'y a pas d'esclavage dans votre chaîne d'approvisionnement. Au début, la plupart des entreprises, nous autres, on est sujet à ça. On doit, premièrement, mettre les politiques avec les acheteurs, que les acheteurs s'assurent qu'ils posent la question. Mais ça ne sera pas assez. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être, OK, là, de s'assurer, OK, de demander à l'acheteur, qui est probablement, généralement, votre distributeur, d'où vient le produit. Je veux savoir de qui tu l'achètes. C'est une compagnie qui est en Chine, proche des Ouïghours, ou c'est une compagnie qui est au Québec. Ça, on le sait, il n'y aura pas de souci, parce qu'on a tellement des normes sévères au point de vue des conditions de travail, puis, etc. Donc, il va y avoir une obligation de nettoyer votre chaîne d'approvisionnement, même au point de vue réglementaire. Et puis après, bien évidemment, vos donneurs d'ordre, nous autres, on soit de nos gros clients, on soit déjà des lettres. OK, c'est quoi votre bilan carbone? C'est quoi votre plan pour devenir carboneutre en 2030? Et ça arrive vite, je vous le dis. Et tout ça, ça fait que nous autres, si on le fait, on va devenir un fournisseur privilégié. Si on ne le fait pas, on va devenir un fournisseur qui va être plus difficile. Peut-être qu'ils vont préférer, si quelqu'un fait mieux que nous autres, ils vont le préférer, même si l'autre est un peu plus cher. Alors, menaces et opportunités, c'est ce que les entrepreneurs doivent comprendre pour bien gérer puis valoriser leur business. Pour ma part, pour Optel, je veux que ça reste une compagnie familiale, donc c'est une compagnie d'impact. Alors, on travaille sur la relève, on travaille aussi sur positionner Optel sur le futur. On a investi beaucoup d'argent. On était chanceux, on avait vraiment beaucoup de fonds propres, qu'on a pu faire une transition très forte sur le ESG et même avoir des solutions qui vont aider toutes les entreprises à transformer, à décarboniser, à revoir leurs produits, à revoir leurs fournisseurs, etc. Puis ramener toute cette information-là qui va être nécessaire à vos décisions. Donc, Optel, on a fait l'ouvrage, on a fait de la transition et j'avoue, ça n'a pas été facile, on était dans les premiers. Le monde riait de nous au début, les changements climatiques ou les facteurs ESG. C'était pas tellement pris au sérieux. Puis, dans le temps, les investisseurs étaient vraiment pas sensibilisés à ça. Maintenant, je vous le dis, à chaque mois, les investisseurs voient les risques d'investir dans des compagnies, puis à un moment donné, ils vont être figés parce que, ouais, mais si ce fournisseur-là, il y a cette entreprise-là, il y a un fournisseur qui est un bottleneck, qui est dans un endroit qui est très sujet à des inondations, ça va devenir un problème, un risque sur la valorisation de votre entreprise. Alors, on veut aider les entreprises dans cette transition-là. Puis en même temps, on veut être un solutionniste pour aider
le monde à revoir les profils de consommation. Mon rêve, c'est toujours d'amener l'information aux consommateurs parce que les consommateurs vont vouloir avoir cette information-là. Ils vont vouloir savoir, comme l'application Yuka, que peut-être vous connaissez au Québec, qui vient de la France, qui donne « Est-ce que c'est bon pour vous? » Et bientôt, ça va être « Est-ce que c'est bon pour l'environnement, ce que je consomme? » C'est la prochaine étape qui est inévitable. Les jeunes générations et même notre génération vont de plus en plus sensibiliser à ça. Alors, on veut, nous autres, connecter les consommateurs avec les manufacturiers puis avec tous les différents stakeholders, les joueurs dans la chaîne d'approvisionnement pour créer ce mouvement-là de transformation industrielle. C'est ambitieux, c'est très ambitieux. Le monde va dire que, puis je me suis fait dire souvent, même par mes parents, t'es donc bien fou, t'aurais profité de ton argent plutôt. Non, 80 millions, il est allé pour essayer d'assurer un avenir à mes enfants, surtout à tous les enfants du monde. Parce qu'on a une grosse problématique. Ces investissements-là doivent être faits pour cette transition-là qu'il faut prendre absolument. Alors, c'est pas facile. C'est tout changement, tout réalignement d'une entreprise, revue de son business model. Comme là, il faut aller vers des produits de plus en plus... si vous avez des produits, ils vont peut-être être plus loués que vendus. Donc, c'est une transition vers un modèle d'affaires où vous continuez d'être le propriétaire. Caterpillar ont fait une bonne partie de cette transition-là. Pour les mettre leur équipement, ça leur appartient, donc ils les conçoivent mieux, ils les entretiennent mieux, puis après, ils les reprennent, ils peuvent les redistribuer ailleurs. Après, évidemment, c'est la mobilisation de vos employés. Pour leur faire accepter cette transition-là. Surtout, OK, on parle de relève, ça veut dire que beaucoup de vos employés peut-être vont être âgés, vont être des habitués à faire certaines choses, vont être sceptiques par rapport au changement parce que c'est leur vie. Ils ont toujours fait ça. Leur cerveau n'a même plus besoin de penser quand ils travaillent pour vous. Mais il va falloir les ouvrir, ces coquilles-là. Ça va s'ouvrir comment? À travers la connaissance, à travers la discussion, à travers amener des champions, permettre à des jeunes de s'exprimer pour dire « Ouais, mais ça doit changer ». Puis créer cette ouverture-là mentale dans vos employés qui va être un changement de culture. On doit revoir nos façons de faire. On doit revoir notre gaspillage, notre efficacité, le design des produits, notre distribution, nos achats, etc. Alors, ça ne sera pas facile, mais il va y avoir de plus en plus de champions dans vos entreprises parce que les changements climatiques maintenant arrivent de plus en plus. Les événements graves. Au Québec, on l'a vécu avec les feux de forêt, on l'a vécu avec les inondations à Montréal, on l'a vécu à travers nos amis qui sont en Floride, qui ont perdu leur maison ou qui sont toujours stressés puis anxieux qu'il y ait un autre ouragan qui arrive. Alors, la sensibilisation augmente, ça va de plus en plus facile. Après, comme je disais, vous allez devoir peut-être revoir avec vos financiers, revoir les investissements. Il n'y a pas de transition qui se font sans investissement. Donc, la transition... C'est le devoir de travailler, c'est quoi? OK, est-ce que je sors de l'argent pour consommer encore plus puis faire partie du problème ou je garde l'argent dans l'entreprise pour accélérer cette transformation-là qui, au compte, va payer. Ça va permettre de valoriser votre entreprise. Donc, plutôt que faire un exit de cash, OK, je réinvestis le cash pour valoriser mon entreprise au maximum, pour la préparer à qu'est-ce qui s'en vient, puis que les investisseurs ou les prochains racheteurs, repreneurs vont considérer ce que vous avez fait. Après, si vous allez voir votre banque va de plus en plus sensibiliser. Moi, quand j'ai commencé, ils ne voulaient rien savoir. Les investisseurs non plus. Mais comme je dis, tout est en train de se transformer sur cette urgence d'agir là. Et après, évidemment, la revue de vos procédés. Si vous avez des machines, plus elles sont utilisées, moins grosse est l'empreinte carbone rattachée à leur utilisation. La qualité, si vous avez 4% de rejet à cause de la qualité, c'est énorme au point de vue de l'empreinte carbone, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que vous faites avec cette matière-là? Soit que vous optimisez pour diminuer vos rejets. On vient dans le Kaizen, dans le Zero Defect, cette méthodologie qui a été développée par Toyota. Optimiser tout ça, puis après, sinon, c'est comment est-ce que je valorise mes déchets? Est-ce que je peux les envoyer à quelqu'un qui, lui, va pouvoir les réutiliser? On commence à voir ça dans l'industrie minière, etc., que OK, les rebuts comme la chaleur d'un incinérateur, ça en va pour une ferme pour faire pousser des concombres. Alors,
va falloir repenser à tout ça. Puis ça va être du remue-ménage. J'ai quand même l'espoir maintenant que l'intelligence artificielle, les outils comme GenAI vont vous aider à vous apporter des conseils, des expériences, qu'est-ce qui a été fait ailleurs. Comme ça, vous, dans vos processus, vous allez pouvoir aller chercher une information beaucoup plus rapide sur qu'est-ce que je peux faire. Je peux faire quelque chose. Et puis, après, pour certains dans vos produits, ben, peut-être que vous allez être obligé de faire un phase-out, dire, OK, ce produit-là n'a pas d'avenir. Trop émissions de carbone, je ne suis pas capable de le réduire. Puis, on voit que les besoins des clients, c'est qu'ils vont étendre la vie de leurs produits en les réparant, en les reconditionnant, etc. Donc, certains marchés vont baisser beaucoup à cause qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour les décarboniser. Donc, ça ne sera pas facile. Ça va être des investissements, mais ça va être des opportunités après. Comme je disais, nous autres, si on répond aux demandes de nos gros clients, on parle des Novartis, on parle des super grosses compagnies qui disent ben, on veut que vous soyez carboneutre. Ben, faisons-leur plaisir, faisons plaisir à nos enfants, faisons plaisir à cette entreprise-là, qui après va nous donner plus de contrats. Puis après, pour ceux qui veulent avoir la relève ou vendre leur entreprise, ben, vous allez avoir une meilleure valorisation. Imaginez, vous rentrez dans une usine, vous êtes jeune, vous rentrez dans une usine, puis le monde, c'est tout sale, c'est polluant, ça salit de l'eau, c'est haute teneur en émissions de carbone, etc. Puis après, vous avez une autre usine, OK, c'est tout clean, c'est tout lean, c'est propre, les produits sont bien désignés pour être revalorisés en fin de vie, etc. Le choix va être clair, c'est où que le monde va investir. Ben, c'est dans le deuxième. Alors, il faut le faire, cette transition-là écologique, industrielle, doit être faite. Peut-être que l'année prochaine, il n'y aura plus de problème. Tant mieux. J'espère que c'est vrai, mais tout tend à croire que c'est pas vrai. L'année prochaine, il va y avoir plus de problèmes. Alors, pour assurer un avenir viable à nos enfants, on doit participer, on doit s'activer. Donc, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous soyez consommateur, que vous soyez investisseur, il faut tout s'y mettre à accélérer cette transition-là. Puis, ça prend, pour qu'un gouvernement fasse des réglementations, ça prend l'assentiment au moins de 15 à 20 % de la population. Donc, appuyer les gouvernements qui veulent mettre des réglementations. Ça peut être contre nature, mais s'il n'y a pas de réglementation, ça va toujours faire une distorsion de la compétition. Ceux qui respectent aucune norme environnementale vont pouvoir être beaucoup moins chers. On a vu ce qui est passé avec la Chine. Ils ont produit en masse des produits hyper polluants, puis que nous autres, avec des normes environnementales, on ne pouvait plus les produire à un prix compétitif. Alors, la Chine, doivent rehausser leurs standards, et il faut que ça soit fait. Alors, bonne chance dans votre transition, puis si on peut vous aider, s'il vous plaît, communiquez avec nous. On se veut être un accélérateur de changement partout à travers le monde, mais aussi au Québec. Donc, bonjour tout le monde, encore une fois. Merci infiniment à Louis Roy. Louis Roy et Optel qui incarnent la transformation durable et l'innovation. Et un grand message qui nous est livré par Louis aujourd'hui, c'est vraiment de faire preuve de courage et de poser aujourd'hui les gestes qui vont faire la différence pour nos enfants et pour les sociétés futures. Donc, un grand merci, Louis. Merci aussi à vous tous, très chers auditeurs, et à très bientôt pour un autre invité dans le cadre du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat. Au revoir.